Conférence table ronde mathématiques innovantes, réseau et structure dynamique, le 22 mai 2012 à Paris. Là, c'est parti pour 20 minutes, ça marche? Oui, c'est bon? Très bien, donc je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité, surtout de nous avoir invités, puisqu'en fait on est plutôt une équipe qui travaillons sur MGS. Donc, cette équipe est composée d'Olivier Michel, Jean-Louis Gévito et moi-même. Donc nous développons un langage de programmation qui s'appelle MGS et qui est dédié à la modélisation et à la simulation de systèmes dynamiques à structure dynamique. Et c'est ce que je vais tenter de vous présenter vraiment très simplement aujourd'hui. Donc c'est un exposé qui ne va pas être technique du tout, mais plutôt basé sur les exemples. Donc tout d'abord, je vais vous présenter notre vision de la simulation d'un système dynamique, tout simplement, pour mettre les choses au point, qu'on puisse partir sur de bonnes bases. Cette vision est somme toute assez simpliste, mais néanmoins elle permet vraiment de partir sur un bon pied. Donc la simulation du système dynamique consiste finalement à produire une suite, une série d'éléments, et chaque élément de cette série correspond à la représentation de l'état d'un système, les systèmes qu'on étudie, et qui évolue au cours du temps. Donc on va représenter par une suite cette évolution temporelle. Pour pouvoir spécifier pour pouvoir exécuter la simulation, il va d'abord devoir spécifier le modèle du système dynamique, et pour pouvoir spécifier ce modèle, on va avoir en fait trois différents ingrédients qu'on va venir agglomérer pour produire ce modèle. Donc le premier ingrédient, c'est fournir un objet, pour fournir quelque chose qui va nous permettre de représenter l'état du système à un certain instant. Donc ce qu'on va appeler la structure de l'état. Le deuxième élément, ça va être le type de temps qu'on va vouloir considérer pendant la simulation. Donc là, j'ai mis deux temps qui sont assez standards. Soit on va avoir un temps discret, soit on va avoir un temps continu. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Et enfin, on va avoir la glue entre le temps et l'espace qui va être ici représentée par la fonction d'évolution. Donc c'est une fonction qui permet de calculer l'état à un instant t en fonction de l'état à un instant t-1 si on est dans un cadre discret, et l'état à un instant t-dt, si on peut dire, si on est dans le cas continu. Donc évidemment, ces trois éléments, état, temps et évolution, sont liés les uns aux autres, et leur définition est interdépendante. Alors vraiment un petit exemple pour bien fixer tout ça. Il s'agit de modéliser, de simuler une balle qui rebondit. Donc rien de très compliqué. Pour l'état, on va avoir la position de la balle et sa vitesse. Pour le temps, on va supposer ici qu'on va avoir un temps continu. Et pour la fonction d'évolution, on prend en compte les lois de la physique classique et les collisions pour que ça puisse rebondir. Et donc avec tout ça, on obtient effectivement au cours du temps les différents états que peut prendre la balle, comme vous pouvez le voir sur cette animation. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Tout simplement parce qu'il va s'opposer aux exemples que je vais vous montrer par la suite. Il s'agit en fait d'un système dynamique à structure statique. Donc qu'est-ce que ça veut dire structure statique? Ça veut dire simplement que la structure qui permet de représenter l'état du système à n'importe quelle date de la simulation est toujours la même. Effectivement, ici, on peut prendre la balle n'importe quand, elle sera toujours décrite par sa position et sa vitesse, à savoir, si on est en 2D, 4 réels. Alors évidemment, ça va s'opposer à des systèmes qui sont bien plus compliqués, comme par exemple ceux qui apparaissent en biologie du développement. Donc ici, vous avez un exemple de vidéo qui représente l'embryogénèse du poisson zèbre. Donc on peut remarquer que durant cette embryogénèse, on va, si on souhaite modéliser l'embryogénèse et la simuler, on va devoir manipuler un ensemble de cellules biologiques, mais pas seulement, on va devoir simuler leur devenir biochimique, mais également leur devenir dans un contexte spatial, c'est-à-dire comment elles s'organisent les unes par rapport aux autres. Donc là, très clairement, on est en présence d'un système à structure dynamique, puisque la structure évolue. On a d'abord 2 cellules, puis 4, puis 8, puis 16, on a un amas de cellules, ces cellules vont venir bouger, pour former un embryon. Donc voilà le type de système auquel on va s'intéresser aujourd'hui. C'est des systèmes dynamiques à structure dynamique. Donc en fait, il y a deux conséquences à considérer une structure dynamique dans un système. Ces deux conséquences sont assez négatives. La première, elle nous dit que comme la structure est dynamique, on ne va pas pouvoir définir a priori
l'espace des phases, c'est-à-dire l'espace des états du système. On ne va pas pouvoir définir la structure comme on avait pour la balle, les 4 flottants de tout à l'heure. Ici, on va devoir considérer que la structure et que le système évoluent de pair, évoluent en même temps. En effet, on a une boucle de rétroaction entre les deux. La structure va contraindre l'évolution du système et le système lui-même, en évoluant, va venir modifier sa structure. Donc si on met ça en parallèle avec les dessins de Waddington, qui représentaient donc, qui représentaient le devenir d'un système comme une bille qui vient rouler sur un paysage, la forme du paysage correspondant finalement à la fonction d'évolution de la bille. Avoir un système à structure dynamique consiste en fait à considérer que lorsque la bille se déplace, elle vient actionner une espèce de mécanisme que Waddington a représenté par des poulies et des câbles qui sont situés ici, et qui va finalement changer le paysage. Donc voilà, donc première conséquence, on ne va pas pouvoir définir notre espace. On va devoir faire autrement. Deuxième conséquence, c'est comme on n'a pas défini l'espace qui est l'argument de la fonction d'évolution, on ne va pas pouvoir non plus définir la fonction d'évolution de façon directe. Donc pour pouvoir pallier à ces deux problématiques, on va s'intéresser au fait que dans ces systèmes, on va parfois, pas toujours, hein, mais en général, on va pouvoir considérer qu'à chaque instant, le système met en avant des différentes interactions de ses sous-parties. Et donc si on regarde au fur et à mesure que le temps s'écoule, l'ensemble de toutes les interactions qui se sont passées, et si on fait l'intersection de toutes ces interactions, en fait, on va mettre en évidence les entités qui constituent le système. C'est-à-dire une entité va correspondre à une partie du système qui, lorsqu'elle évolue, lorsqu'elle est en interaction avec une autre partie du système, le fait toujours de la même façon. Donc ce qui correspond à cette division ici. Donc on avait un système qui était représenté par un carré. En regardant les interactions, on a les rectangles en pointillés. Et finalement, en faisant l'intersection de tout ce petit monde, on a les petits carrés qui apparaissent ici, qui sont les entités qui le constituent, à savoir les cellules pour le zebrafish. On va pouvoir également considérer un certain espace qui est en fait l'espace des interactions. Puisqu'en effet, comme on a considéré que les entités étaient obtenues par l'observation des interactions, le fait que deux entités puissent interagir définit quelque part une relation de voisinage, dit qu'elles sont voisines. Donc ça définit un espace. Et c'est cet espace qu'on va utiliser pour faire la modélisation. Et finalement, pour modéliser ou pour spécifier l'ensemble de l'évolution de ce système, on va s'intéresser aux règles d'évolution locale. Alors, ces systèmes dynamiques à structure dynamique, là je vous en ai montré un en biologie, mais il n'y en a pas qu'en biologie, en fait il y en a partout. On appelle aussi, souvent on emploie le terme de système complexe, c'est un petit peu différent, mais tous les systèmes complexes, ou la plupart des systèmes complexes sont des systèmes dynamiques à structure dynamique. On en rencontre en biologie, on en rencontre en physique, en sciences humaines, on en rencontre également en informatique, donc qui est un domaine qui m'intéresse un peu plus. En informatique, pourquoi ? Parce qu'on souhaite modéliser et simuler les systèmes dynamiques des autres domaines, et également parce qu'on a nos propres systèmes dynamiques, comme Internet, les réseaux sociaux, ou encore des robots qui sont des robots configurables, comme celui que vous avez, j'ai perdu ma souris, ici là. Donc ça c'est un petit exemple de robot reconfigurable. Donc, le plan de cette présentation, je vais quand même aller assez vite, ne vous inquiétez pas. Donc je viens de faire la première partie, qui est l'introduction au système dynamique à structure dynamique. Maintenant, je vais passer à la présentation du langage MGS, qui est le langage que nous développons. Donc, ce langage a pour objectif de fournir aux programmeurs un moyen d'exprimer aisément ces systèmes dynamiques à structure dynamique. Donc on va se restreindre à une sous-partie de ces systèmes, puisqu'on ne va pas pouvoir tous les considérer, ce serait... on irait vraiment nulle part. Donc ici, on va s'intéresser à des systèmes qui sont discrets, c'est-à-dire par leur nature, ils sont composés d'une population d'entités, une population discrète, pas un tapis continu d'entités. Ensuite, on va s'intéresser aux systèmes que l'on va pouvoir uniquement modéliser par des interactions locales. Le comportement global sera en gros une propriété émergente. Donc le calcul que l'on souhaite faire est une propriété émergente de notre système. Et finalement, on a envie de développer un langage déclaratif. Alors déclaratif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le langage est de haut niveau et permet de coller très fortement à la réalité de ce qu'on veut programmer. Ce qui signifie en termes de modélisation que le modèle mathématique qui est sous-jacent au système dynamique que l'on souhaite représenter est quasiment réécrit tel quel dans le langage.
Alors il existe une technique particulière qui est une technique de réécriture qui permet de récupérer l'ensemble de ces trois propriétés et qu'on va utiliser pour construire MGS. Donc la réécriture, je ne sais pas si les gens sont familiers avec cette technique. Il s'agit en fait d'une extension, d'une formalisation du raisonnement équationnel qui nous dit en gros si vous savez que vous avez une égalité entre deux éléments, vous allez pouvoir réécrire l'une en l'autre. Donc typiquement, lorsqu'on fait des simplifications d'expressions arithmétiques, c'est ce qui se passe. Si je veux exprimer que 0 est neutre pour l'addition, si j'ai 0 plus x, je le réécris en x. Et pareil, pour la commutativité, si j'ai x plus y, je réécris y plus x. D'accord ? Donc ces règles permettent d'induire un calcul par application successive. Alors lorsqu'on les applique au système dynamique à structure dynamique, on obtient ce dictionnaire. Donc je vais le passer assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais grosso modo, dans ce dictionnaire, on dit quoi? On dit que l'espace des interactions dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va pouvoir le représenter par la notion fondamentale de données d'agrégation de données en informatique, qui est la structure de données. Et la fonction d'évolution, on va la représenter par un jeu de règles de réécriture. En règle générale, les techniques de réécriture sont bien développées dans le cadre des termes qui correspondent à des organisations hiérarchiques. Mais lorsqu'on regarde le zebrafish, on voit bien que, le poisson zèbre, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment d'organisation hiérarchique dans cet embryon. On va plutôt vouloir représenter des organisations arbitraires. Donc on va s'intéresser à de la réécriture de graphes. Et plus particulièrement, nous, à la réécriture de collections topologiques qui peut être vue comme une extension des graphes. Donc dans ce cadre-là, un système de réécriture s'appelle une transformation. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc une collection topologique, c'est une structure de données. Donc, pour définir une structure de données, on a besoin d'une structure. Donc la structure, on va la définir à partir, comme je disais tout à l'heure, de la notion de graphe que l'on va étendre. Cette notion de graphe, vous l'avez ici. Un graphe, c'est formé de sommets et d'arcs qui sont liés les uns aux autres. Donc on appelle incidence la relation qui lie les arcs aux sommets et vice-versa. Et on va étendre cette relation à des dimensions supérieures en considérant des surfaces et également en considérant des volumes. Alors on peut aussi considérer des espaces de dimension 4, 5, 6, on peut aller à n'importe quelle dimension, tant que ça respecte le fait qu'on définit une relation d'incidence. Alors le fait de définir ces cellules topologiques et la relation d'incidence, c'est quelque chose qui est connu en topologie algébrique et qui s'appelle la définition d'un complexe cellulaire, et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc finalement, pour notre structure, on a un complexe cellulaire. À ce complexe cellulaire, on va venir associer des valeurs, exactement comme on met des labels sur les sommets ou sur les arêtes d'un graphe, pour obtenir finalement une structure de données, les données étant les labels. Donc ici, les données sont représentées par les couleurs sur cet animal. Pour manipuler ces collections topologiques, on va définir des fonctions par cas, chaque cas étant une règle de réécriture. Vous avez ici un bref aperçu de ce qu'est une transformation. Ce n'est pas très intéressant, on va plutôt regarder ce que ça fait lorsqu'on applique une règle de réécriture sur une collection topologique. Donc, par exemple, ici, j'ai envie de montrer qu'une aile peut se déployer, ce qui correspond à la réécriture, à la règle de réécriture donnée ici. Et si je l'applique sur la collection topologique à gauche, je vais pouvoir faire cette application en trois phases. La première phase correspondant à une recherche de est-ce qu'il y a une aile qui est pliée pour pouvoir la déplier. Donc ça ici, j'en ai trouvé une. Pour ensuite venir calculer localement l'interaction qui s'est produite. J'ai déplié l'aile. Et pour finalement substituer l'aile pliée par l'aile dépliée. Donc ça, c'est la dernière étape. Donc l'enjeu des transformations est sur la partie verticale, c'est-à-dire d'une part le filtrage, la définition des motifs, et d'autre part la sémantique qu'on va donner à la règle, c'est-à-dire le calcul qu'on cherche à faire derrière la substitution. Donc voilà, c'est le plus technique que je vais vous montrer aujourd'hui, puisque je préfère m'intéresser à des exemples et vous présenter ce qu'on a pu faire avec cette idée de calcul par transformation de collection topologique. Donc la première chose, c'est un exemple très simple où je vais quand même montrer un petit peu de code, sinon c'est pas d'intérêt. Donc dans cet exemple, on va s'intéresser à un processus de diffusion limitée par agrégation. Donc c'est un processus physique où on a des particules qui se déplacent dans un espace librement, aléatoirement, et certaines des particules se déplacent. Cette particule rouge est représentée ici en rouge qui diffuse, et on a d'autres particules qu'on va considérer fixes et représentées ici en vert.
Donc on a deux règles d'évolution pour les particules. Si une particule rouge est à côté d'une place vide, elle peut bouger vers la place vide, donc ça c'est la diffusion. Et par contre, si la particule rouge rencontre une particule qui est fixe, elle va s'agréger. D'accord ? C'est la deuxième règle. Donc on va pouvoir représenter ça directement en MGS par la transformation qui est définie ici. Donc évidemment, c'est un langage de programmation, c'est textuel, mais néanmoins, vous pouvez voir que l'on reconnaît dans l'écriture de ces règles exactement les deux dessins que j'ai faits pour exprimer les règles d'évolution locale. Donc c'était le but recherché en définition de ce langage. Donc des petits opérateurs, donc la virgule va nous permettre de définir le voisinage, qui est voisin de qui, et donc comme on a un espace d'interaction, qui interagit avec qui. Et donc en deuxième partie, sur la deuxième règle, ici on va voir le undef qui correspond je n'ai pas de décoration, qui exprime ici le fait que la case est vide, et donc la particule peut se déplacer. Donc on a fait des simulations à partir de cette simple transformation, et donc c'est pas du chiquet, on a vraiment appliqué que ça sur une collection topologique, et en fait sur plusieurs collections topologiques, pour obtenir différentes simulations. Donc le point important ici, c'est que la transformation que je viens de vous montrer, c'est la même qui a produit tous ces dessins. On n'a pas changé, c'est exactement le même code. Donc ça c'est une propriété importante des transformations, qui est le polytypisme, c'est-à-dire qu'elles sont assez générales, assez génériques, pour passer outre le fait qu'on l'applique sur une sphère, qu'on l'applique sur une bouteille de Klein, ou qu'on l'applique sur un maillage irrégulier. Un autre exemple que je voulais montrer rapidement, donc juste encore une fois pour montrer du code, ici avec la diffusion limitée par agrégation, j'ai juste modifié les couleurs finalement des cellules. Lorsqu'on va considérer la subdivision de maillage, on va vouloir avoir un maillage, donc un graphe avec des cellules de dimension 2, et on va vouloir en fait modifier ce maillage, donc avoir des modifications topologiques. Donc un exemple de raffinement, c'est ce qui se passe lorsqu'on a... c'est ce qui se passe lorsqu'on a donc des triangles, un maillage triangulaire et qu'on veut le raffiner. On découpe ce maillage triangulaire en 4 sous-triangles de cette façon. Et l'ensemble de tous les algorithmes fonctionne de la même façon, c'est-à-dire on commence par ajouter des nœuds et ensuite on construit les petits triangles. Juste pour vous montrer encore une fois un petit peu de code, voici le code qui correspond à l'insertion d'un sommet sur un arc. Donc c'est un code qui est un petit peu plus fourni, puisqu'en fait il est un peu plus conséquent, on doit modifier la structure, donc il faut exprimer toutes ces modifications. C'est un petit peu plus gros, mais néanmoins, le code relate textuellement le dessin qu'il y a en haut du slide. Et si on l'applique, on obtient évidemment une modification du maillage. En allant plus loin et en faisant la deuxième partie de la modification, on peut reprogrammer l'ensemble des algorithmes standards de subdivision de maillage. Donc c'est ce que je montre ici avec ce transparent. Alors il faut savoir que dans le monde des raffinements de maillage, les algorithmes sont très peu compliqués. Ils ne sont pas compliqués à comprendre. Vous avez vu, rien qu'en le dessinant, on le comprend tout de suite. Mais néanmoins, ils sont difficiles à implémenter puisqu'on cherche la rapidité, on a des structures de données qui ne sont pas toujours évidentes pour représenter ces maillages, donc il faut rebondir là-dessus. L'utilité de MGS ici a été de représenter, de spécifier ces algorithmes de façon je vais y arriver, déclarative, c'est-à-dire dans un monde qui peut être étudié au niveau mathématique directement, c'est-à-dire sans passer par un encodage dans un algorithme compliqué ou dans une structure de données compliquée. Parfait. Je vais faire des fractales. Je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça des fractales maintenant. Donc, on va dire des objets autosimilaires, avec de l'autosimilarité. Très vite, en regardant ce qu'on a pu programmer à l'étape précédente, on peut très facilement programmer d'autres modifications de l'espace comme celle-ci. Pour aller vers ce qui nous a intéressé le plus comme motivation pour développer MGS, c'est-à-dire la modélisation en biologie, vous avez ici je vais vous faire défiler plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est un ensemble, des systèmes multi-agents qui sont des systèmes multi-agents connus, par exemple des fourmis qui vont chercher de la nourriture et qui font apparaître des chemins, les plus courts chemins entre la nourriture et le nid en laissant des phéromones. Donc ce sont des mécanismes connus, ou encore les simulations de bancs de poissons ou de groupes d'oiseaux qui s'auto-organisent très simplement donc à l'aide des règles proposées par Reynolds en 86 avec ces boids. Donc tout ça, on peut l'exprimer très facilement en MGS.
On peut également exprimer des choses un petit peu plus compliquées, comme pour la simulation biologie, avec ici donc une représentation symbolique de la neurulation. Donc la neurulation, c'est ce qui se passe lorsque le tube neural se forme. On passe d'un feuillet épithélial qui vient se recourber sur lui-même pour finalement se souder et construire un cylindre. Donc c'est une opération topologique compliquée qu'on ne peut pas forcément aisément spécifié dans un langage de programmation standard, on va dire. Ici, il a été facilement décrit. Et on a également donc représenté donc la mobilité cellulaire. La mobilité cellulaire, juste pour l'anecdote, il s'agit ici d'une simulation du déplacement du spermatozoïde d'Ascarisum, donc il se déplace en venant agripper la matrice extracellulaire, puis en essayant d'avancer. Et puis bon, une croissance de tumeur. Bon, voilà, c'est bon. Un dernier slide d'exemple, là cette fois-ci en biologie synthétique. Donc j'ai fait partie de l'équipe parisienne qui s'est proposée donc au concours IGEM en 2007, si je me rappelle bien. Donc on a proposé le développement d'un système biosynthétique. Donc la biologie synthétique, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un domaine de la biologie où on cherche à ingénierer un système biologique, donc par modification génétique. Et donc, vous voyez ici quelques différents modèles qu'on a développés autour de ce système. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça n'a aucun intérêt, mais juste pour vous montrer le panel de modèles que l'on peut spécifier avec MGS. Donc, très très rapidement, deux perspectives. J'ai combien de minutes pour le... Zéro. À ce point-là. Ouais, je vais faire 1 minute par perspective, et ça fera 2, ça fera plus que 3 pour les questions. Donc quelques perspectives. Donc tout d'abord, vers un calcul spatial autonome. Donc l'idée du calcul spatial, c'est est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette idée de système dynamique à structure dynamique et l'incorporer à la notion de calcul? Est-ce qu'on va pouvoir considérer de l'espace dans le calcul? Donc la réponse est oui. Donc un premier slide pour vous dire que l'ensemble de tout ce qui est standard se retrouve dans les transformations et les collections topologiques. Donc les graphes complets, les graphes linéaires, les graphes de Cayley correspondent respectivement aux séquences, aux ensembles ou encore aux tableaux. Et les modèles de classiques connus, bon là j'ai mis des petits exemples, d'ailleurs qui ne marchent pas, représentent des algorithmes standards qui fonctionnent sur ces structures de données classiques et qui sont modélisés, comme vous le voyez, par une transformation qui ne contient qu'une seule règle, donc de façon très expressive. Pas détailler ça puisque j'ai vraiment pas le temps. L'idée de cette chose-là, c'est de dire que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les schémas de Waddington, on peut très bien l'appliquer et en tirer une métaphore pour le calcul spatial et proposer ainsi qu'une trajectoire de billes dans un paysage correspond finalement à un calcul et que les points fixes correspondent à la fin du calcul. Enfin, les états d'équilibre correspondent à des calculs qui se sont terminés. Bon, j'ai passé la dernière qui n'a pas trop d'intérêt à présenter ici trop rapidement. Il s'agissait juste de dire qu'on pouvait retrouver, vu qu'on était en topologie, vu que la topologie algébrique nous a vraiment beaucoup inspiré pour développer les collections topologiques, les transformations, en fait, on va pouvoir les regarder d'un point de vue calcul différentiel. Calcul différentiel discret pour être un peu exact, c'est ce qui est défini ici. Donc les transformations vont pouvoir être utilisées pour définir un calcul différentiel discret sur les collections topologiques, ce qui permet également de pouvoir spécifier les systèmes à travers des équations différentielles discrètes et regarder donc est-ce qu'on peut modéliser, comme je disais avec le calcul spatial, des algorithmes standards avec ce calcul différentiel sur les collections topologiques. Je m'arrête là. Merci.